Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, Catherine et Edwige, nos deux passionnés de littérature, nous présentent chacune leur tour Robert Musil, L'homme sans qualité, et Irène Nemirovsky, Suite française, ainsi que deux poèmes que je vous laisserai la surprise de découvrir au cours de la chronique. Alors, Robert Musil, il n'a pas, quand le nazisme est arrivé, il est parti vivre en Suisse. Mais il a vécu pauvrement, et cet homme sans qualité, son chef-d'œuvre, c'est sa femme qui l'a publié même après sa mort. Hein. Mais il a écrit un autre livre que j'avais lu d'abord, et où il avait prévu les débuts du nazisme. C'était merveilleux. Moi, j'ai adoré L'homme sans qualité. Donc, je vous ai choisi un passage qui m'a un peu bouleversée. Alors, c'est page 466, je vois. J'ai même pas le début de la phrase, mais je vais mettre le sujet. Alors, c'est son frère Ulrich. Elle parle d'Ulrich et c'est son frère. Hein. Alors, Ulrich s'approcha sur la pointe des pieds, surprit la jeune femme, donc c'est sa sœur, hein, surprit la jeune femme inclinée et mordit dans l'une de ses flèches avec une tendre sauvagerie, cependant que d'un bras il l'enlaçait. Puis, avec les mêmes précautions, Ulrich détacha ses dents du corps qu'il avait surpris. De la main droite, il avait saisi le genou, et tandis qu'avec le bras gauche, il serrait le corps de sa sœur contre le sien, bandant les muscles des jambes, il la souleva en l'air. Agathe poussa un cri effrayé. Sa sœur s'appelle Agathe. Jusque-là, ça avait été le jeu que bien souvent, turbulent et farceur, bien qu'effleuré des couleurs de l'amour, il répondait à la seule idée, somme toute timide, de dissimuler la nature insolite et plus périlleuse de cet amour sous le couvert d'une joyeuse intimité. Mais quand Agathe surmonta son effroi et qu'elle se sentit, non pas volée, mais reposée dans l'air, déliée de toute pesanteur, et soumise en lieu et place à la tendre pression d'un mouvement de plus en plus lent, un de ces hasards qui ne sont au pouvoir de personne fit qu'elle se trouva dans cet état merveilleusement apaisé, ravie même à toutes les agitations de la terre. En modifiant l'équilibre de son corps par un mouvement qu'elle eût été incapable de réinventer jamais, elle supprima, comme on détache un fil de soie, la dernière trace de contrainte, se tourna vers son frère tout en se laissant tomber, prolongeant jusque dans la chute même son ascension, et s'abattit, nuage de bonheur, entre ses bras. Ulrich, serrant doucement son corps contre le sien, la porta à travers la chambre que l'ombre envahissait jusqu'à la fenêtre et l'atteint à côté de lui dans la douce lumière du soir qui inondait son visage comme des larmes. Voilà ce passage que j'avais découpé. C'est beau, hein? Oh là là, ouais. C'est un peu comme un poème. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment de la poésie. Et alors, Musil, oui, ça a été, qu'est-ce que je voulais dire? Ça a été publié donc après sa mort. Ah oui, je voulais rajouter, et c'est important quand même, que cette œuvre qui m'a tant plu a été traduite par Philippe Jacotet, qui est un grand poète. Vous savez, ça c'est comme le coup de Baudelaire qui a découvert Edgar Poe. C'est parce que c'est lui qui l'a traduit qu'on a aimé Edgar Poe. Et là, Philippe Jacotet, c'est un grand poète que je connais, qui habite Grignan. Donc ça y est pour quelque chose, sans doute, dans l'intérêt que j'ai pris. Et le livre dont je voulais vous parler avant, où il a deviné l'avenir du nazisme qui venait, ça s'appelle Les désarrois de l'élève Toerless. Ah, c'est très très bien. Il y a eu un film d'ailleurs. Il me semble qu'il y a eu un film. Ah bon? Et là, il s'est écrit bien avant le nazisme. Musil, il est mort après la guerre, il s'est caché, enfin il s'est pas caché, il a réussi à vivre en Suisse, mais assez pauvrement. Mais il a échappé aux nazistes comme ça, parce que sinon il était forcé d'être allemand, ça l'embêtait. C'est merveilleux, et son livre a été publié qu'après sa mort, et c'est un chef-d'œuvre. Il est chez Gallimard en 2 volumes. Il a laissé peu de choses, on sait peu de choses de lui, parce que... Et c'est sa femme qui a aidé à le faire publier, parce qu'il s'était réfugié en Suisse, mais il n'était pas tellement riche. Vous savez, pour se réfugier en Suisse, il faut avoir de l'argent, et il en a souffert.
Alors je vais préparer ça et puis un poème. Que se passe-t-il dans sa vie de particulier? Ah oui, je veux pas vous le dire, justement, il est à l'âge de l'amour. Mais alors quand même, donnez-nous des indices, parce que ça nous met l'eau à la bouche, mais pas assez. Oui. Il a quel âge ce narrateur, ce personnage principal, il a quel âge? Mais je veux pas vous raconter la fin. Non, ça s'étale sur plusieurs années. Je sais pas, c'est la vie d'un jeune homme, en gros, c'est sa vie, la vie d'un jeune homme de bonne famille. Il a des fiancés autour de lui et justement, il a aussi une sœur avec laquelle il s'entend très bien. Et je veux pas vous dévoiler, moi je veux pas vous dire la fin. C'est un homme de la bonne société dans une ville, un jeune homme. D'accord. Oui, un jeune homme de la bonne société. Avant qu'il se décide pour une situation. Et c'est un homme intelligent, Ulrich. Quand on lit le livre, on tombe amoureux d'Ulrich. Ça se passe dans les années 30, c'est ça? Oui, c'est ça. Puisque ça se passe. Ça commence avant la guerre, et voilà. D'accord, donc il doit y avoir quand même des scènes de rue, une ambiance, les odeurs, enfin tout un truc. Il y a tout. Je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai des extraits merveilleux que j'avais découpés tellement c'était beau. Edwige, vous vouliez nous parler d'un autre auteur aujourd'hui? Je voulais vous parler pas d'un autre auteur, mais j'ai préparé un petit poème. Ouais. De Lionel Ray aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le recueil Matière de nuit chez Gallimard. Dictée du crépuscule qui ouvre sa porte au très vieux vent. Dictée de ce couloir obscur où lentement repassent les jours avec des gestes d'abandon. Voici mes îles intérieures, voici mes forêts en voyage, mes chambres qui rayonnent hors du temps, dans l'immobilité d'un après-midi de juillet. Et voici, dictée de l'espace entre les mots et le silence, ma maison éteinte avec son minuscule jardin de roses, avec ses pierres à demi enfouies, et l'eau qui ne vieillit pas, et les chemins qui interrogent celui que je fuse, errant au plus lointain, entre dahlia et framboisier. J'ai envie de pleurer, voilà, c'est fini. Oui, c'est joli. Mais c'est beau, hein. Alors justement, j'ai cherché ce que j'avais et j'ai un très beau poème que je vais vous lire et c'est ma fille qui faisait quand elle était en terminale, je pense, qui me l'a fait découvrir et je l'ai mis dans mon livre de poésie parce que moi je suis moins, comment dire, j'aime beaucoup mon livre préféré c'est l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Bon, il y a toute la poésie française. Oui, je l'ai ce livre. Bon, ça, je l'adore. J'aime ce livre, je le relis de temps. Oui, c'est le choix de Georges Pompidou, mais il y en a d'autres. Hein. Et là, j'ai un très beau poème d'Aragon qu'elle m'a fait découvrir. Alors, je peux vous le lire. Allez-y, vous avec voulez plaisir. Bien vous voulez avec bien plaisir. Aragon, 1963. Nous sommes toutes oui. Merci. C'est si peu dire que je t'aime. Comme une étoile déchirée, on vit ensemble, séparés. Dans mes bras, je te tiens absente. Et la blessure de durer, faut-il si profond qu'on la sente quand le ciel nous est mesuré? C'est si peu dire que je t'aime. Cette existence est un adieu. Et tous les deux, nous n'avons Dieu que pour la lumière qui baisse, chausser les bottes de cette lieu en se disant que rien ne presse. Voilà ce que c'est qu'être vieux. C'est si peu dire que je t'aime. C'est comme si jamais, jamais je n'avais dit que je t'aimais. Et si je craignais que me surprenne la nuit sur ma gorge qui met ses doigts gantés de souveraine, quand plus jamais ce n'est le mais, c'est si peu dire que je t'aime. Lorsque les choses plus ne sont qu'un souvenir de leurs frissons, un écho des musiques mortes, demeure la douleur du son, qui plus s'éteint, plus devient forte, c'est peu des mots pour la chanson, c'est si peu dire que je t'aime, et je n'aurais dit que je t'aime. Ben, c'est beau, moi j'aime bien. Bravo, oui c'est beau.
Alors c'était dans le livre scolaire de ma fille. J'ai découvert ça. À présent, Catherine va nous présenter l'ouvrage de Irène Nemirovsky, Suite française. À vous, Catherine. En fait, Irène Nemirovsky, pour donner très vite sa biographie, donc elle est née à Moscou en 1903, une russe juive russe, des juifs russes, mais de grande culture française. Son père était banquier, donc ils étaient très aisés, et ils ont dû fuir la Russie en 17, et peu à peu s'installer à Paris. Et là, elle a fait des études de lettres et elle a commencé à écrire. Donc, elle a écrit une dizaine de livres, dont le premier a eu beaucoup de succès, David Golder, en 1929. C'est l'histoire d'un banquier. Alors, elle savait, elle connaissait bien le milieu des banquiers juifs. Et même en tant que juive, elle a été très, très sévère, très satirique vis-à-vis de ce banquier juif. Elle n'a pas mâché ses mots. Et puis, elle a écrit, ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs en France. Et ensuite, elle a écrit un deuxième livre très caustique qui s'appelle Le Bal. Et ça que je vous recommande parce que vraiment c'est un régal, un petit chef-d'œuvre. Le Bal, donc c'est l'histoire de nouveaux riches. Justement, un ménage qui a une fille de 14 ans. Et ces nouveaux riches, qui, pour se prouver qu'ils sont des nouveaux riches, donnent un bal dans un superbe appartement. Avant, ils étaient très mal logés, très simples. Et puis les voilà tout d'un coup, lui, sur un coup de bourse, le père, deviennent très riches. Et les voilà qui donnent un bal et ils invitent un peu plein de gens. Qui nous connaissent à peine pour s'introduire dans la société chic, etc. Et ils ont en fait une fille de 14 ans. C'est là, autour de cette jeune adolescente, que ce livre va tourner. C'est pour montrer finalement les problèmes de l'adolescence, parce qu'il y a une jalousie entre la mère, qui est une femme mûre, qui commence à basculer vers et la fille qui est jeune et toute fraîche et toute naïve et qui est complètement terrorisée par sa mère. Sa mère, elles ont des rapports très difficiles. Et ça va être... alors là, je vous dis pas la fin, je vous dis pas ce qui se passe, parce que la fille est interdite de bal et elle va pourrir en fait la vie, va pourrir la vie de sa mère. On va voir comment. Et c'est écrit, c'est très court comme roman. C'est surtout du dialogue. Il y a beaucoup de dialogue, mais c'est très bien vu, très psychologique, on se régale à chaque mot, quoi. Vous en avez pas beaucoup, vous avez une 50aine de pages, et c'est un livre qui a été publié en 1928, 29, et qui a eu aussi beaucoup de succès. Ça, vous le demandez en librairie, vous l'avez tout de suite. C'est comme ça qu'elle est très connue. Et donc après, alors, Suite française est sortie en 2004, alors que Irène Nemirovsky, en tant que juive, avait été poursuivie évidemment par les lois de Vichy, et elle était dans le Morvan, et elle a continué à écrire une suite romanesque de 5 livres, et elle n'a pas pu publier, d'ailleurs, c'est les 2 premiers livres de cette série, c'est tout un ensemble de romans, et elle n'a pas pu les publier parce que son éditeur, qui était d'ailleurs Gallimard ou de Noël, peu importe, qu'elle connaissait bien, n'a rien pu faire pour elle. Donc elle est restée dans le Morvan, et puis un jour elle a été surprise par la police. Elle est partie à Auschwitz et morte. Donc ce livre est resté, les 5, tous ces livrets manuscrits sont restés dans une valise.
jusqu'aux années 2000 où ils ont été retrouvés par les filles. Une des filles d'ailleurs, ou les deux, une a changé de nom, Nemirovsky, qui a vu ça et les a lus et publiés. Et ça a été un immense succès. Ça a fait le prix Renaudot, etc. avec suite française, alors que je vous recommande, parce que alors là, c'est un véritable... En fait, ça parle, c'est plusieurs choses, il y a plusieurs étapes. C'est les deux premiers livres de ce grand roman en plusieurs étapes. Les deux premières étapes. La première étape, c'est la débâcle de juin 40, l'Exode, à Paris, tous ces gens de différents milieux, etc. Donc psychologiquement, enfin, elle décrit toutes ces familles, comment elles vont faire comment elles vont s'organiser pour la débâcle, leur réaction et tout. C'est comme un espèce de reportage en direct. On y est complètement, hein. C'est extraordinaire. Enfin, c'est pas très drôle, mais c'est incroyable, quoi. Et puis, le deuxième livre, qui a été donc traduit et qui va former cette suite française, c'est l'occupation allemande, comme elle était dans le Morvan, elle avait pu observer, elle avait vu l'occupation allemande, donc elle a pu décrire aussi un peu comme en direct cette occupation allemande dans un village du Morvan. Et là, il se passe, il y a une histoire qui va se passer. Un officier allemand est logé dans une maison bourgeoise et la jeune femme qui est là et dont le mari est prisonnier en Allemagne entre l'officier et la jeune femme, il va y avoir une histoire d'amour liée par l'amour du piano. Enfin c'est très romanesque là, mais bon. C'est très beau et c'est à la fois aussi poétique, c'est très bien écrit, c'est magnifique, quoi. C'est un très beau livre, l'ensemble des deux, et on se demande évidemment, les autres tomes n'ont pas encore été publiés. Ils ont été, d'ailleurs elle les avait pas finis, elle n'a pas tout fini, quoi, finalement. Voilà. C'est vraiment à lire, hein. C'est beau. Magnifique aventure, autant au niveau du voyage qu'a fait le livre en lui-même que du contenu de l'ouvrage. Absolument. C'est extraordinaire. Et puis la personnalité de cette femme qui, malgré les épreuves, malgré le fait d'avoir été chassée de son pays par la Révolution, s'installer à Paris, etc. C'est Audrey, elle a fait valoir ses qualités littéraires et elle a continué, elle a écrit, elle s'est débrouillée, elle a vu les éditeurs, c'est vraiment complètement sorti d'affaires, un peu. C'est des femmes fortes, ça. Un peu. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Ouais. Ces vies complètement hors du commun, quoi. Puis quelqu'un aussi qui a un vrai talent, un talent d'observation, qui observe ses contemporains, enfin la vie, et qui a un sens de la psychologie, c'est un très très bon écrivain. Ouais. Voilà. Super. Et ça me fait penser, alors pas forcément pour le contenu de l'ouvrage, hein, mais je suppose que vous devez connaître Reynaldo Arena. Reynaldo Arena. Non. C'est un auteur latino-américain, je crois qu'il est argentin. Oui. Et alors lui, il a eu comme ça, alors c'est un homme qui était homosexuel dans les années 60. Et donc c'était très très mal vu par les régimes en place en Amérique latine. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle le titre français c'est Avant la nuit, je crois. Et c'est un roman qu'il a dû réécrire 4 fois parce qu'à chaque fois, soit il a été obligé de s'enfuir de là où il était parce qu'il était poursuivi par la police, soit il s'est fait confisquer
les manuscrits. Et donc c'est un livre, quand on le lit, il retrace un petit peu l'histoire, l'aventure de ce manuscrit, quoi. C'est assez fou. Ouais, ça doit être émouvant, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est très touchant. Moi non plus, je connais pas. Pour le coup, je vous le recommande. C'est une très belle aventure. Ça parle de passion amoureuse, de voyage. Enfin, c'est vraiment très complet. Ça nous parle un petit peu de tous les régimes totalitaires qui étaient en place à cette période-là en Amérique latine. Oui, ça se passe dans les années 60, en fait, c'est ça? Ouais, entre 60 et... Alors, je crois que Reynaldo Arena est mort à la fin des années 80 et il vivait à New York à ce moment-là. Voilà, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Ah, mais c'est bien. Ça doit, sûrement pas... on doit le trouver en livre de poche aussi, sûrement. Ah oui, tout à fait. Je me l'étais fourni en livre de poche. Voilà, cette chronique touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt en compagnie de Catherine et Edwige pour de prochaines découvertes littéraires. Au revoir.